Lacan, nous et le réel, 41e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Donc je vais vous parler aujourd'hui d'un petit film, mais très évocateur, surtout dans la période dans laquelle on vit. Et la bonne nouvelle, c'est que ce film semble avoir un certain succès, alors que, paradoxalement, il va absolument à l'encontre de ce qui est aujourd'hui considéré comme le politiquement correct, le politically correct, qui régit partout le monde au point où cette crise-là dite sanitaire s'inscrit parfaitement dans une crise qui n'est pas forcément une crise médicale, peut-être une crise sanitaire dans la mesure où on considère que le sanitaire est une manière de traiter cet oxymore que constitue la santé publique, mais en tout cas une crise des discours. Et je voudrais passer par ce film-là, qui s'appelle donc Let Him Go, de Thomas Bezuka, qu'il a adapté d'un roman de Larry Watson, et les deux sont sortis en 2020, chose remarquable. Une autre chose remarquable, c'est que ce qu'il faut considérer comme une bonne nouvelle quand même, c'est que ce film semble recueillir l'adhésion d'une grande majorité de spectateurs. Donc, et là, il y aurait comme une diffraction entre ce qui est présenté par les médias, notamment comme ce qu'on appelle le discours dominant, une certaine, adéquation à un mode de représentation qui en psychanalyse s'appelle le discours psychanalyste, mais c'est pas seulement la représentation, comme je vous l'ai dit, le discours, c'est aussi le réel de l'assignation des places. Bon, pour ça, il faut revenir quelques séminaires auparavant, parce que je ne vais pas refaire tout le temps le même séminaire avec le langage en tant qu'il est essentiellement, qu'il représente le langage deux dimensions, une qui est celle de la représentation, qui est plutôt de l'ordre de l'imaginaire, c'est le mot à la place de la chose, et l'autre, donc, qui est le réel, donc ça, cette première partie, c'est l'imaginaire, et l'autre, c'est le réel, c'est-à-dire ce qui assigne une place à l'autre. Donc, du point de vue de notre analyse, qui est une analyse discursive, la psychanalyse, c'est une clinique du discours, et c'est un discours au sens précis que Lacan donne à ce terme, dans la théorie des discours, donc avec le quadripode et le cinquième discours qui n'en est pas un puisqu'il ne fait pas lien social, le discours capitaliste. Donc, ce film-là s'inscrit justement dans un autre registre et il semble susciter l'adhésion. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, de quoi parle ce film? And I saw that girl can't protect her child. Margaret, Jimmy is her boy. He's your grandson. Donc, il y a un premier registre qu'on appelle diégèse, le registre diégétique cinématographique, c'est le récit à plat de l'histoire. Le film commence par déjà une mise en scène dans ce qu'on appelle un clair-obscur. Ça se passe dans une étable et on voit un cow-boy, a priori, puisque ça se passe dans les années 60, mais il y a les codes un peu du western, c'est-à-dire le cheval et le cow-boy. Et on sent qu'on va assister à quelque chose de l'ordre d'une histoire qui convoque quelque chose de l'ordre d'une plongée dans l'obscurité, en quelque sorte. C'est-à-dire que l'image est très peu éclairée
et les détails se font jour, mais péniblement, et petit à petit, on voit que c'est graduel. Et déjà là, dans cette narration cinématographique sur la base de l'image, il y a une mise en scène remarquable du déploiement auquel on va assister plus tard. Et donc, on comprend rapidement, grâce à un montage très bien réalisé, donc un découpage au préalable et un montage à la hauteur, que c'est le fils qui fait travailler un cheval dans le corral avec son père à côté qui le regarde. Et puis rapidement, on rentre dans l'intimité de la famille et on s'aperçoit que la mère du jeune homme, donc la femme du cow-boy en chef, est en train de prendre la place, en quelque sorte, de la mère d'un petit garçon. C'est-à-dire, il y a quelque chose de l'ordre d'une intrusion dans sa manière d'être et de manque d'altérité vis-à-vis de cette jeune femme à qui elle voudrait en remontrer sur quelque chose de l'ordre de la maternité. Parce que bien sûr que du point de vue diégétique, dans l'histoire, donc, le père du petit garçon, le jeune cow-boy qu'on voit au début, va mourir d'un accident, il fait une chute de cheval, et la veuve, avec son petit garçon, va épouser un autre homme et va partir avec cet autre homme. Et donc c'est là où il s'agit de percevoir une autre dimension dans cette histoire qui est hautement symbolique. Et le petit garçon, qui s'appelle Jimmy, qui a le même prénom que son père mort, qui s'appelait James, va être l'enjeu d'une dispute où chacun essaye de se l'arracher et de se l'approprier entre deux femmes. D'un côté, donc, sa grand-mère naturelle, originelle, qui est la mère de James, le fils mort, et de l'autre, une chef de clan, qui s'appelle dans le film Blanche Weeboy, et tout l'enjeu du film va être une mise en scène remarquable. C'est pour ça que j'étais surpris de voir qu'il était rangé dans le genre western, ce film. Mais au fond, c'est une bonne nouvelle aussi, parce que western, c'est vraiment le mythe américain par excellence. On le sait avec tous les films de John Ford, bien sûr, mais aussi les films, vous savez, que j'adore, de Sergio Leone, et que la conquête de l'Ouest, le Far West, le lointain Ouest, l'Ouest de la mort même du soleil, c'est le mythe américain par excellence. Et effectivement, s'il est rangé dans le mythe western, dans le registre du western et donc dans le mythe américain, c'est tout de même une très bonne nouvelle puisque tous les ingrédients y sont, effectivement. Cette histoire, en fait, peut être lue comme une sorte de question sur l'homme. Qu'est-ce qu'il en est de l'homme, l'avenir de l'homme? L'avenir et sa fin, sa finalité, puisqu'il s'agit de l'Ouest et du soleil mourant. Et c'est tout simplement l'homme, c'est le petit homme, c'est Jimmy. Jimmy comme l'enjeu de deux types de discours. Le discours, donc, hystérique, mais orienté du côté du patriarcat, qui est celui de Margaret, et le discours hystérique, mais qui revient sur quelque chose de plus archaïque, qui est le matriarcat, qui est celui de Blanche Weeboy. Weeboy, ça veut dire nous les garçons. Donc on va voir dans le film, en fait, que petit à petit va se révéler ce qu'on pressent dès le début, c'est que la mort du fils James n'est pas forcément illogique d'un certain point de vue. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on va découvrir petit à petit au long du film, c'est-à-dire que celui qui est l'homme dans la famille et qui est censé être le représentant de la loi, George,
le shérif à la retraite, joué remarquablement bien par Kevin Costner d'ailleurs, lui, en fait, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Il n'a jamais pris la parole véritable. Il a l'insigne de la loi, la panoplie de la loi avec son revolver, il a porté l'étoile pendant 30 ans, mais en vérité, il ne représente pas la loi. La loi, bien sûr, c'est celle du désir, vous le savez en psychanalyse. Donc le désir, c'est une désinence du dire. Le désir n'est pas à confondre avec son objet. C'est pas désir de ceci ou de cela. Le désir, c'est par où le manque à être se fait parole. Ce en quoi le désir est une désinence du dire. Et donc ce sont les femmes qui sont les gardiennes de la parole, jusqu'à ce qu'il y ait une transmission, qu'il y ait une femme qui puisse croire assez en un homme pour que cet homme devienne homme. Donc c'est l'origine du titre, « Let him go ». Il faut laisser l'homme devenir homme. Ça, c'est toute la thématique de ce film, et l'enjeu est représenté par ce petit Jimmy-là, qui va, grâce à sa présence, et je dirais son innocence, permettre de déployer toutes les logiques qui font que l'homme est toujours une promesse non advenue, puisqu'au fond, il se perd tout le temps dans les défilés des discours au point où il en oublie sa verticalité. Alors, en psychanalyse, vous le savez, il y a cette notion qu'on appelle la castration, qui est souvent très mal comprise, parce que on dit castration symbolique et on s'imagine que c'est la castration qui est symbolique. Alors que c'est le symbolique qui est castration. C'est-à-dire le fait même de parler fait un effet de coupure qui, justement, sépare la mère de l'enfant. C'est à l'origine, vraiment, la différence entre le matriarcat et le patriarcat qui se passe il y a 2700 ans avec l'Orestie d'Échille, c'est que le père lui-même est à l'origine de l'enfant. En tant que c'est par le père qu'advient la parole. Non pas lui qui donne la parole, mais le père, est un nom du père, c'est-à-dire un père à la fois impossible à nommer, donc les 1000 milliards de noms de Dieu, mais aussi le père nommant, c'est-à-dire qui donne le nom, qui donne la possibilité de la parole. Parce que autant il y a une contiguïté, une métonymie immédiate de la mère vers le fils, mater certa, pater semper incertus, la mère toujours sûre, le père toujours incertain, mais c'est elle qui va dire, après avoir marqué une discontinuité que marque la parole, la coupure, c'est ton père, c'est ton papa. Donc on voit que là, ça n'a rien à voir avec le géniteur. Nous sommes dans la différence entre le géniteur, ce sont les voies naturelles, c'est le spermatozoïde en quelque sorte, et le père en tant que nommé, c'est-à-dire nommer un homme qui donne l'altérité possible. Et donc tout ce film marque cet enjeu-là. Donc on va voir se dérouler au cours de l'histoire, justement, le fait que lui, tout en étant le chef de famille, l'ancien shérif à la retraite, etc., en fait, il ne décide de rien dans le ménage qu'il a avec sa femme, et que c'est elle qui non seulement a la parole, mais on dira, a le phallus. C'est elle qui débourre les chevaux, c'est elle qui parle aux chevaux, et c'est elle qui organise toute l'histoire. You're with me on this, right? Right behind you. Elle prend tellement toutes les choses en main que c'est elle qui organise, bien sûr, la mise à mort de Fraisse des Bois, le cheval, et lui, il n'en est que l'exécutant. Et donc, ce qui va servir de lien un peu à pourquoi lui est tombé éperdument amoureux de cette femme-là, parce que, selon ses propres dires, elle ne croit pas en un autre monde, donc elle n'est pas sensible aux prêches de son père, mais elle croit que les chevaux ont une âme. Et donc elle parle à l'oreille des chevaux. Et d'ailleurs, à la fin du film,
Elle lui parlera aussi à l'oreille, elle murmurera à son oreille quelque chose, donc juste avant sa mort, pour le préparer vraisemblablement à partir avec un bon souvenir, comme elle le dit, pour le cheval fraise des bois. Quand elle s'aperçoit que le nouveau mari de la mère de son petit-fils les bat, les maltraite, et sont partis, elle décide, elle, d'aller retrouver et de ramener leur petit-fils. Elle lui demande même pas son avis. Hein. Il vient s'il veut. You're going with me or without me? Donc elle a préparé un gâteau là pour aller voir son petit-fils à la ville, et elle s'aperçoit que ils ont disparu. Et entre-temps, il y a une scène assez touchante et remarquable, parce qu'on voit que la plupart du temps, les hommes deviennent les enfants de leur propre femme, leur fils, en quelque sorte, comme pour essayer de maintenir un couple qui ne peut pas tenir, parce que le couple originel, c'est toujours le couple mère-fils, hein, comme on l'a vu avec Gaïa et Chronos, hein, et Chronos va avoir la mission de couper les testicules d'Uranos, de telle manière que le ciel s'en va à l'infini. Et donc ce mythe du couple qui perdure parce que les hommes régressent assez sur le plan de la parole pour pouvoir faire en sorte que ce soit leur femme qui devienne leur mère, eh bien ça c'est toujours l'impasse dans laquelle se trouve l'humanité actuellement. Dans la voiture, elle lui tend le morceau de gâteau, et là il se met lui-même dans une position infantile, comme si c'était une pièce qu'il jouait, et il dit « Ah, j'y ai droit maintenant ». Et donc il mange son morceau de gâteau qui était destiné au départ au petit Jimmy. Et ce film va montrer que, eh bien, ce qui s'appelle la castration symbolique, si elle n'a pas lieu sur le plan justement du symbolique, c'est-à-dire d'assumer le fait de prendre la parole, elle va avoir lieu ailleurs, mais sur un autre plan. Hein. Vous savez que castration se définit avec frustration et privation. Et là, on verra un peu plus tard dans le film que, évidemment, ça se paye cher, hein, au final, pour devenir un père et pour devenir un homme. Donc, le couple s'en va à la recherche donc de cette famille, ou plutôt ce clan, qui s'appelle les Wee Boys. On retient le nom, puisque nous, les garçons, c'est ceux qui ne sont pas des hommes, qui ne sont pas encore des hommes. Et peut-être qu'ils resteront à jamais des garçons, des fils. Parce que c'est très dur de devenir un père. Il faut lâcher quelque chose. Il y a quelque chose il y a un passage à faire. Une passe, comme dirait Lacan. Donc, là, il y a une mise en scène remarquable avec un personnage intermédiaire, un Indien, qui lui a été, à proprement parler, déraciné. C'est-à-dire, on lui a enlevé son langage, son propre nom, sa propre famille, etc., pour en faire un produit du monde américain. Donc, un discours, un produit de discours. Il le dit, il ne comprend plus sa grand-mère, il ne sait plus qui il est. On lui a coupé ses cheveux, il parle de couper les cheveux quand même, c'est quand même pas rien, hein. On lui a coupé ses cheveux, et là il a retrouvé les cheveux longs, et on lui a coupé ses racines, parce que les cheveux ce sont les racines au ciel, on peut dire. Et il se retrouve donc comme un profil perdu entre deux mondes, le monde de, je dirais, l'hystérie patriarcale, et le monde de l'hystérie matriarcale avec la tribu gouvernée par une femme terrible. Et lui, il est là entre les deux. Il parle de sa mère qui pleure quand le gouvernement envoie des émissaires pour le sortir de sa famille et l'amener dans une école américaine où il va perdre son identité d'Indien. Cet enjeu identitaire, on va le retrouver, bien sûr, tout au long du film, dans les rapports entre le mari et la femme, donc entre George et Margaret, où il sent vaguement ce qui va arriver.
il sent vaguement, on peut le traduire en termes inconscients, il le sait. Il le sait sans savoir qu'il le sait. Mais il le sait que ça va mal se passer pour lui. À un moment, il parle de ramasser les morceaux. Donc il sait qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une diffraction, d'une coupure, quelque chose. Il dit, Margaret, toi tu fais ça, mais après c'est moi qui vais ramasser les morceaux. Donc c'est lui qui va être coupé en morceaux. Et on notera aussi qu'à la ville, ils dorment dans une prison. Hein. C'est-à-dire que c'est une prison qui n'est pas considérée comme une prison, donc c'est une fausse prison, c'est la prison du langage, c'est la prison du discours dans lequel il est. Alors, on remarque à quelques passages comme ça, un moment dans la voiture, que son père, à lui, était un prêcheur. Mais il dit, oui, il n'assénait pas que la Bible. Donc, sous-entendu, il assénait aussi des coups. Donc, c'est un père, disons, comme il y a toujours, ou souvent en tout cas, dans le cinéma américain, c'est-à-dire un père obscène. Là, il faut revoir toute la filmographie de Paul Thomas Anderson, qui ne parle que de ça, ou même le grand mythe, disons, des années 80, là, Star Wars, avec le père obscène, là, je suis ton père, I am your father. Voilà, Dark Vador, Dark Father, le père noir, et c'est-à-dire le mythe américain d'un père qui n'en est pas un, puisque le père véritable, justement, ce n'est pas un père la jouissance, ce n'est pas un père obscène, c'est un père qui se retire de tous les magistères parce qu'il occupe la place de la parole en tant que le silence lui-même est le mode le plus élevé de la parole. Donc, ils arrivent évidemment à retrouver les Wee-Boys, et effectivement, là, eh bien, il va y avoir du dégât. Hein, puisque on se retrouve là avec un combat à mort entre les deux femmes, les deux représentantes du discours hystérique, mais l'origine même, l'hystérie évidemment en psychanalyse, c'est pas du tout quelque chose à prendre de manière péjorative, au contraire, l'hystérie c'est la possibilité même de la liberté du sujet, puisque ça remet en cause l'autorité du père, justement. Mais du père en tant qu'il a donné le signifiant maître. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette société-là, une société qui est intégralement pervertie par son rapport au langage et qui ne sait plus questionner et qui affaiblit les possibilités du langage. Or là, le paradoxe, c'est que ça se passe dans les années 60, mais ça concerne non seulement notre société de maintenant, mais l'avenir. C'est-à-dire, quel avenir nous nous préparons? Les enfants, entre quel type de discours ils sont pris en ce moment? Donc, vous allez voir que dans le film, bien sûr, eh bien, la rencontre va mal se passer, parce qu'évidemment, ils sont plus nombreux, comme le dit un des fils, puisque ces boys-là ne peuvent pas devenir des hommes, bien sûr. Et c'est pour ça que la mère du petit Jimmy va finir par dire « Je ne veux pas qu'ils deviennent comme eux ». Parce qu'ils ne deviendront jamais des hommes, ils sont pervertis. Un père oedipien ne peut donner qu'un fils oedipien. Les femmes peuvent faire des enfants, seuls les hommes peuvent faire des hommes. Et donc Kevin Costner va devenir un homme au moment où il devient père. C'est-à-dire qu'il faut pour ça, comme il n'a pas eu la possibilité jusqu'à maintenant de payer sa livre de chair, c'est-à-dire sa jouissance, la jouissance imaginaire dans laquelle il se trouve, il va devoir la payer de sa propre chair. Donc il va avoir une privation de sa main. C'est-à-dire qu'ils vont lui couper la main. C'est-à-dire la liberté même va lui être ôtée de manière extérieure car il n'a pas accepté la castration. Et ce qu'on retrouve bien sûr à la fin, c'est la rédemption, parce que c'est quand même un film qui finit bien entre guillemets, hein, c'est-à-dire le père ne devient père et ne devient homme qu'à partir du moment où il rétablit l'ordre générationnel avant de mourir dans l'escalier ou de prendre une balle dans l'escalier. Il va faire passer l'enfant, Jimmy, qu'il appelle juste avant Grandpa, grand-père, mais aussi c'est quelque chose de l'ordre d'un père grand, là, un homme retrouvé, qui passe l'enfant
à sa propre mère, il lui fait une passation, et il lui fait confiance à elle, pour justement donner un avenir à cet enfant, par-dessus la rampe d'escalier, et avant de se faire tirer dessus. Donc, il va mourir, effectivement, donc ce qui peut être considéré comme une fin, pas tellement dans l'ordre des romances américaines du happy end absolu, mais pourtant, paradoxalement, c'est une belle fin. Parce que quand il part, cet enfant-là qui se retrouve entre ces deux femmes, elles savent quel est l'enjeu maintenant. Et il est devenu le nom du père, c'est-à-dire qu'il a pris la place d'un signifiant à ce moment-là. C'est en son nom qu'une éducation pourra se faire, justement, qui n'est plus de l'ordre de la jouissance absolue, mais de la coupure, le sacrifice d'une certaine jouissance, et qui prévaut à l'accès au désir. Donc ce en quoi ce film est un film absolument remarquable. Alors il y a plusieurs scènes qui sont très très bien faites, notamment au tout début quand il accepte de l'accompagner en quelque sorte, et il s'arrête devant le petit cimetière où est enterré son fils. Elle n'y va pas. Elle n'y va pas parce que elle sait très bien ce qu'elle a perdu, comme elle dit. Elle n'a pas besoin de gesticulation, de protocole, etc. Et dans la voiture, la radio passe un prêche à un moment, et il l'éteint, et elle dit « on dirait ton père ». Et donc c'est là où il lui avoue qu'il ne distribue pas que la Bible, il n'assénait pas que la Bible, mais qu'il vraisemblablement était quelqu'un de brutal, ce qui se retrouve dans la filiation, dans la généalogie, puisque il s'achète une bouteille de whisky et il boit. Donc on sent qu'il y a toujours une compensation et une fuite dans l'imaginaire par rapport à l'assumation de la castration et à ce devoir qu'est le désir d'accéder à la parole. Chose à laquelle il va se rendre petit à petit après avoir subi les épreuves et donner une chance à son petit-fils de devenir un homme. Voilà. J'ai plein de questions. Alors, vas-y. Au début, t'as dit que la castration, ça se définissait par rapport entre privation et frustration. Et alors là, la castration, c'est... la castration, c'est que le manque est symbolique et l'objet est imaginaire. C'est-à-dire qu'on ne va rien couper du tout en castration. Mais le manque, lui, il est symbolique. C'est-à-dire qu'on manque de la parole. Et on accède à la parole par le désir parce qu'on accepte que l'objet soit imaginaire. La frustration, par exemple, c'est un enfant qui est tout petit, par exemple, qui ne sait pas encore marcher, ou tout juste marcher, mais qui voudrait le vélo. Il ne peut pas faire du vélo. Donc, mais le vélo, lui, il est réel, mais son manque, il est imaginaire. Il ne peut pas faire du vélo. Donc, c'est une frustration. Une frustration, c'est quelque chose qui met en scène un objet symbolique pour lui, le vélo, et le manque, il est imaginaire. Donc, la plupart du temps, les gens sont dans une frustration. Mais si on leur mettait les choses devant les yeux, ils ne pourraient ni s'en servir, ni faire quoi que ce soit. Donc c'est une manière d'éviter la castration, et la privation, c'est la pire manière d'éviter la castration, c'est que c'est aller assez loin pour que le manque devienne réel. Là, on lui coupe une main. Dans la castration, le manque est symbolique, c'est-à-dire que c'est un manque du symbolique. Dans la frustration, le manque est imaginaire. C'est-à-dire, par exemple, je m'imagine que je serais heureux si j'avais ça et ça, et ci et ça, etc. Et puis, on me les amène, et je m'aperçois que ce n'est pas ça. Donc, la frustration, le manque est imaginaire. Et la privation, le manque est réel. C'est-à-dire qu'on lui coupe
carrément une main. Il n'a plus la possibilité d'avoir sa main. Et donc, les deux modalités que sont la frustration et la privation sont des moyens d'évitement de la castration qui, elle, met en scène un manque symbolique, le manque de la parole. Et l'accès à la parole nécessite le sacrifice d'une certaine jouissance. Maintenant, il faudrait, je pense, faire bien distinguer la castration, donc la castration symbolique qui est nécessaire en réalité, Ouais. et la mère castratrice. Et ce qu'on appelle la mère castratrice, c'est la mère qui empêche la castration. Rose Weeboy, elle empêche la castration. Elle les maintient dans une jouissance. C'est tous ces petits chéris, ils sont là, elle s'occupe d'eux, elle leur fait des côtes de porc, etc. Elle fait régner une discipline de fer, et en même temps, elle mixe donc une sorte de douceur, de maternage nourricier et caressant, avec une discipline de fer. Il faut pas qu'il s'en aille. Lui était parti, elle l'a ramené, le Donny Weeboy qui a épousé la fille, et il doit pas quitter le clan. Et donc ça, c'est justement une mère castratrice dans la mesure paradoxale où elle empêche la castration. Elle les met dans un état de frustration et de privation. Ils vont y perdre la vie, chacun. Et donc, elle va le tuer elle-même, sans faire exprès, bien sûr. Mais vous savez qu'en psychanalyse, sans faire exprès, ça veut rien dire, puisque c'est par rapport à son désir qu'on fait les choses. Et le désir, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est l'antonyme de la volonté. Je veux ce que je ne désire pas et je désire ce que je ne veux pas. Donc maintenant, on peut élargir l'analyse à la société, Oui. qui est devenue une société sans père, donc une société matriarcale. Comme tu le dis très bien, on se retrouve dans une société, justement, c'est Big Mother. On parle de Big Brother, mais c'est Big Mother. Là, le sanitaire, là, c'est Big Mother. Ces gens jouent au docteur. Comme Big Mother, une espèce de mère obscène, horrible, représentée par Bill Gates, Biden, Macron, Véran. C'est Big Mother. Ils vous disent ce qui est bien pour vous et ce que vous devez faire. Et c'est une société, justement, sans père. Il n'y a pas de père. Il n'y a plus de père. Or, quand il n'y a plus de père, on se retrouve avec un déficit qu'on peut dire des 3 A, c'est-à-dire un manque d'autorité, parce que c'est une fausse autorité, c'est-à-dire c'est l'autoritarisme avec les mesures rigides, la police, etc. C'est parce qu'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'auteur de la parole, il n'y a pas quelqu'un qui a une parole et qui parle. Le manque d'altérité, il n'y a plus d'altérité entre la mère et l'enfant, c'est-à-dire tout le monde est sur un mode identificatoire, ce sont des mêmes. Et il n'y a pas d'antériorité, on perd l'histoire, on perd le rapport avec l'antériorité, l'histoire. Depuis 3000 ans, nous sommes dans cette histoire-là, et par l'effondrement du langage, l'appauvrissement, la déliquescence des discours, on perd tout rapport à l'Orestie d'Échille ou aux grands récits qui nous ont amenés à une possibilité de penser la possibilité de l'homme hors de son impasse, justement, matriarcale, matricielle. Le surmoi maternel est 1000 fois plus féroce que le surmoi paternel. Il ne faut pas confondre le père avec le nom du père, la fonction paternelle, qui est une fonction qui permet que puisse advenir la possibilité de la parole pour l'homme. C'est pour ça que si la psychanalyse a inventé une chose, c'est bien la fonction paternelle. Avec Freud, bien sûr, avec Totem et Tabou, et surtout son dernier livre, son livre Testament, Moïse et l'homme Moïse et la religion monothéiste, où il invente ce que Lacan va reprendre comme le nœud, dans le nœud borroméen, le nom du père comme une possibilité de relier, en prenant la place du symbolique, justement, de manière artificielle, l'imaginaire et le réel. Sinon, c'est de l'imaginaire. Nous vivons en plein imaginaire dans cette société-là. Quand Biden prend la parole là pour son inauguration, c'est absolument fantastique parce que il parle devant une foule de drapeaux et de spectres, les spectateurs ne sont pas admis, et de sa voix chevrotante et désincarnée, de vieillard, il est là et il encourage les jeunes filles et les jeunes garçons à changer de sexe.
Et parallèlement, il annonce qu'il envoie de nouvelles troupes en Syrie, des bateaux en Chine méridionale. Et en fait, c'est un monde totalement délirant parce qu'il n'y a plus de parole. Nous sommes dans le discours capitaliste, ce que représente très bien l'Indien dans le film, puisque en étant extrait de sa famille, il perd ses capacités de devenir l'homme qu'il était en devenir pour devenir justement un déchet perdu, un profil perdu dans le monde, pris dans un discours qui est celui où il s'appelle Peter maintenant, que sa grand-mère ne le connaît plus, et il n'est plus capable de trouver les ressources dans la parole de devenir ce qu'il était destiné à devenir, c'est-à-dire un homme. Il va être un enfant perdu, il a retrouvé ses cheveux, mais ses racines ont été coupées. Tu dis des choses qui peuvent être assez effrayantes, je pense, je pense à une mère célibataire qui t'écoute, qui a un fils, tu vois, qui doit élever son fils. Quand tu dis des choses comme seuls les hommes peuvent faire des hommes, ou un père oedipien ne peut faire qu'un fils oedipien, ça revient un peu au même. Il y a quelque chose de l'ordre d'un déterminisme assez catastrophique. Très très bonne question. Alors c'est effectivement pas parce que tu élèves ton fils seul que tu ne peux pas en faire un homme, puisque c'est la fin du film. Hein. C'est-à-dire, il va être quand même avec 2 femmes, là, à la fin du film. Mais elles vont parler au nom du père. C'est-à-dire, il y a une histoire et il y a une antériorité, et c'est à partir de ce nom-là, qui peut s'entendre NOM, le nom du père nommant, du père qui donne le nom, hein, puisqu'il a le même prénom, justement, Jimmy, que son père James. Donc, le nom en tant que celui qui nomme, que le nom NON, c'est-à-dire non, je refuse d'aller du côté d'une jouissance sans fin, de la promesse d'une jouissance sans fin, j'accepte la castration que représente la parole. Et les 2 femmes ont vécu dans leur chair assez de cette histoire pour justement transmettre le nom du père. Parce que bien sûr que ça passe par les femmes. Si les femmes ne choisissent pas l'homme, le chemin de l'homme, une idée de l'homme, il n'y a plus d'homme. Il n'y a plus que des wee-boys. C'est-à-dire que des gamins pervers, brutaux, et dans la jouissance, sans éthique, sans aucune possibilité d'advenir à une dimension, justement, à proprement parler, humaine. Donc ce en quoi, je pense que ce film est quand même une très bonne nouvelle. C'est-à-dire derrière toutes les mauvaises nouvelles qui arrivent sans arrêt, puisqu'on peut dire que mauvaise nouvelle est devenue un synonyme de nouvelle. On ne peut pas écouter une nouvelle sans que ce soit une mauvaise nouvelle maintenant. Mais là, c'est une bonne nouvelle, c'est un évangile ce film, parce qu'il montre justement, à travers la dureté, la traversée de l'épreuve, etc., mais qu'il y a une possibilité encore qui reste ouverte pour l'homme, justement. Pour l'homme en tant qu'il est générique. Donc il faut savoir qu'au nom du sexisme, soi-disant, ce sexisme, cette espèce de nullité-là du discours capitaliste, Pelosi, qui est la présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis, du Congrès, va proscrire du langage du Congrès les termes de père, de mère, de fils, de fille, de mari et de femme. Comment peut-on lire un texte dans quelques générations si ces mots-là sont menacés ou sont mis, sont érigés en termes soi-disant sexistes. Donc le délire qui se passe en ce moment, c'est un délire au sens premier du terme. C'est délire. On ne lit plus, on ne sait plus lire. Ce délire-là, c'est un délire qui est lié exclusivement au langage. Toute cette pseudo-crise sanitaire, etc., ce n'est qu'une crise du discours, en fait. C'est une mise en scène de l'impossible, c'est-à-dire du réel, qui a été évacué des possibilités du discours. L'homme, son destin, c'est d'aller vers où? Vers la mort. C'est lui le représentant et l'explorateur de la mort, pour que les femmes restent du côté de la vie. Donc il faut qu'elle les laisse aller. Come with us. No, he'd kill me. Him and his mother. L'homme et la femme, c'est asymétrique. Le père et la mère, c'est asymétrique. C'est pas du tout interchangeable. Alors il y en a une qui est une fonction. Non, le père c'est une fonction. La mère, ce n'est pas une fonction. Ah bon, c'est quoi alors la mère? La mère, c'est l'inscription de la possibilité de l'imaginaire chez l'enfant.
parce qu'elle est contiguë. On ne reconnaît pas sa mère de la même manière qu'on reconnaît son père ou on est reconnu par lui. Il n'y a pas besoin de langage pour la mère. C'est-à-dire que ça passe directement. Or, le père, c'est une fonction au sens mathématique du terme, y égale f de x. C'est-à-dire de mettre en relation deux termes par un troisième terme. Donc le père, il est toujours tierce. Il ne faut pas confondre le père avec le géniteur. Le père, c'est la fonction paternelle, ça veut dire le nom du père. Donc n'importe qui peut se mettre dans cette fonction-là à condition d'en assumer la fonction séparatrice, c'est-à-dire de se situer sur le plan du langage. Alors effectivement, chez Lévi-Strauss, une vieille dame, une vieille aïeule peut faire fonction de nom du père, mais parce que c'est dans certaines tribus et qu'elle assume cette possibilité-là. Quand Macron dit oui, le père et la mère, on sent que vous ne connaissez pas la psychanalyse, il ne la connaît pas du tout, lui non plus, il n'en sait rien de la psychanalyse, parce qu'il prend ses sources chez Miller, qui lui ne connaît rien de la psychanalyse ni de Lacan. C'est-à-dire qu'il en a fait un business commercial, mais il dit l'inverse de ce que dit Lacan et de ce qui parcourt l'enseignement psychanalytique depuis Freud et Lacan sur ce qu'il en est du nom du père, justement, qui préserve la place du réel et qui empêche ce genre de dérive. Donc effectivement, cette castration, elle a des effets comme ce film-là, en fait. Hein. Il y a quelque chose de vertueux dans la castration qui est qu'elle vaut pour tout le monde. C'est-à-dire que pour les femmes aussi, il y a cette castration à opérer. Effectivement, une femme n'a pas à jouir de ses enfants, de son fils notamment. Parce que pour elle et pour lui, c'est rédhibitoire. Ce qui va se passer, il faut 3 générations pour faire un psychotique. Il faut ça. Mais bien sûr, ça met dans une possibilité de psychose qui est très forte. Donc, ce qui se passe maintenant va avoir des résultats dans 2 générations. C'est là où on peut être assez pessimiste quant à l'avenir de notre société. Mais comme d'habitude, dans l'histoire du monde, il y a toujours une part qui relance sur le côté vertueux. Et effectivement, quand la castration a lieu, c'est bon pour les hommes, et c'est bon pour les femmes, et c'est bon pour les enfants, puisque nous sommes rien d'autre que des par-lettres, c'est-à-dire que nous sommes surdéterminés par la parole. C'est-à-dire la parole vient prendre une détermination première par rapport à toutes les autres déterminations. Il y a des lois sur cette planète à laquelle on ne peut pas déroger, la loi de la gravité, il faut qu'on mange pour vivre, il faut qu'on boive, si on ne le fait pas on meurt. Eh bien, la parole vient prendre une détermination première par rapport à ça. Et la castration, ça veut dire accepter de sacrifier une certaine jouissance, ce en quoi la jouissance devient un bien, puisqu'elle permet de payer l'accès au désir. Et ça passe par la parole. Et la vraie culture, elle est là. Hein. C'est pas la culture en tant qu'industrie du divertissement culturel, mais c'est la culture en tant qu'elle permet justement de donner des fruits. Hein. Les enfants, c'est les fruits des possibilités humaines. Si on a une régression, comme on a en ce moment, par rapport au langage, on a une régression sur tous les plans. Or, on voit qu'on a une régression au langage. Nous avons, depuis, je pense, une vingtaine d'années, même au niveau politique, on n'a jamais vu des gens politiques avec un langage aussi laxiste et approximatif. Alors, c'est impossible, puisque c'est par là que la politique, ce qui veut dire la cité, donc nous sommes d'abord des êtres de langage avant d'être des êtres naturels, le primat de la parole sur les autres lois qui gouvernent notre corps notamment. Comment est-ce possible donc si le langage lui-même se perd? Et là on s'aperçoit en écoutant les politiques parler qu'il y a une faillite dans l'ordre du langage. Quelqu'un comme Macron qui a quand même épousé sa prof de français, il a un niveau de français qui est faible. C'est-à-dire qu'il ne sait pas faire la différence entre la rhétorique et la dialectique, par exemple.
Et ça sent dans chacune de ses interventions. Il est obligé de se forcer, de jouer un rôle. Il est là, on dirait un acteur, mais il ne porte pas sa parole. Et puis, ça ne dupe personne. Enfin, à part, bien sûr, les hypnotisés qui sont là sans aucune possibilité de discernement ou de jugement critique. Mais en fait, il n'a pas de parole. On ne parle même pas de Biden. Hein. L'allocution, la prise de fonction de Biden, on devrait la montrer, on devrait en faire une espèce de manifeste. Il y a tout là-dedans. Hein. C'est-à-dire tout est faux, tout est intégralement faux, mais sans même souci de rendre les choses attractives, vraisemblables ou véridiques. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Ça montre la faillite de la parole. Donc ce sont des symptômes. Vous savez qu'il faut rester optimiste. Hein. C'est-à-dire le pessimisme méthodologique, la mise en place de toutes les possibilités de ce qui ne va pas, permet l'optimisme subjectif et le fait qu'il reste quand même toujours un îlot là, des possibilités humaines qui continuent à poindre et qui justement déterminent les possibilités et l'avenir de notre humanité. Est-ce qu'il n'y a pas derrière le surmoi paternel, ce surmoi maternel encore plus exigeant, encore plus opprimant, encore plus ravageant, encore plus insistant dans la névrose que le surmoi paternel? Je ne veux pas m'étendre là longuement. Nous avons un long chemin à parcourir. Jacques Lacan, Les formations de l'inconscient, leçon du 15 janvier 1958. Alors là, en contrepoint de tout ça, il y a la fameuse lettre de la mère d'Angelo dans Le Hussard sur le toit. Là, on a ce que c'est qu'une femme, une mère et son fils. Et on a justement l'antidote, le contrepoison au poison que représente le discours capitaliste aujourd'hui. Mon bel enfant, as-tu trouvé des chimères? Le marin que tu m'as envoyé m'a dit que tu étais imprudent. Cela m'a rassuré. Sois toujours très imprudent, mon petit. C'est la seule façon d'avoir un peu de plaisir à vivre dans notre époque de manufacture. J'ai longuement discuté d'imprudence avec ton marin. Il me plaît beaucoup. Il a guetté la Teresa à la petite porte ainsi que tu le lui avais demandé. Mais comme il se méfiait d'un grand garçon de 15 ans qui joue à la marelle tous les jours sur la place de 7 heures du matin à 8 heures du soir, depuis que tu es en France, il a barbouillé la gueule d'un pauvre chien avec de la mousse de savon et le joueur de marelle a pris ses jambes à son cou en criant à la rage. Le soir même, le général Bonetto, qui n'a pas inventé la poudre, m'a parlé d'une chasse aux chiens à propos de mon griffon. Je sais donc exactement d'où vient le joueur de marelle maintenant, et j'ai fait les yeux qu'il faut pour que le général sache que je sais. Rien n'est plus agréable que de voir l'ennemi changer ses batteries de place. Il y a beaucoup de rage à Turin. Tous les jeunes gens qui ont un visage ingrat et une taille au-dessous de 4 pieds et demi sont enragés. La même épidémie ravage les envieux et ceux qui n'ont jamais su être généreux avec leur tailleur. Le reste se porte bien et fait des projets. Il y en a même qui ont la folie de vouloir adopter cette mode anglaise si préjudiciable à l'organdi et aux pantalons collants d'aller manger à la campagne. Ils disent même jusque près des tombeaux romains. Ce que je trouve exagéré, comme espoir en tout cas. Mais les routes sont les routes. Laissons faire. Les bons marcheurs s'en vont toujours de détour en détour pour voir le paysage qui est après le tournant, et c'est ainsi que d'une simple promenade, ils font parfois une marche militaire. Tout cela serait bien s'il n'y avait pas de moins en moins de gens capables de compter sur leur cœur. C'est un muscle qu'on ne fait plus travailler. Sauf ton marin, qui me paraît de ce côté être un assez curieux gymnasiarque. Il s'est enthousiasmé d'une bonté de rien du tout que j'ai eue pour sa mère, et il est allé faire tourner ses bras un peu trop près des oreilles des 2 hommes chamarrés qui ont organisé ton voyage précipité. Ils en sont tombés très malencontreusement malades le jour même. C'est dommage.
J'ai pensé que ton marin avait la détente un peu brusque. Je lui ai donné de fort obscures raisons pour qu'il fasse encore un voyage en mer. J'ai été si mystérieuse qu'il s'en est pâmé de bonheur. J'aime viser longtemps. Et maintenant, parlons de choses sérieuses. J'ai peur que tu ne fasses pas de folie. Cela n'empêche ni la gravité, ni la mélancolie, ni la solitude, ces trois gourmandises de ton caractère. Tu peux être grave et fou. Qui empêche ? Tu peux être tout ce que tu veux, et fou en surplus, mais il faut être fou, mon enfant. Regarde autour de toi le monde sans cesse grandissant de gens qui se prennent au sérieux. Outre qu'ils se donnent un ridicule irrémédiable devant les esprits semblables aux miens, ils se font une vie dangereusement constipée. Ils sont exactement comme si à la fois ils se bourraient de tripes qui relâchent et de nèfles du Japon qui resserrent. Ils gonflent, puis ils éclatent, et ça sent mauvais pour tout le monde. Je n'ai pas trouvé d'image meilleure que celle-là. D'ailleurs, elle me plaît beaucoup. Il faudrait même y employer 3 ou 4 mots de dialecte de façon à la rendre plus ordurière qu'elle n'est en piémontais. Toi qui connais mon éloignement naturel pour tout ce qui est grossier, cette recherche te montre bien tout le danger que courent les gens qui se prennent au sérieux devant le jugement des esprits originaux. Ne sois jamais une mauvaise odeur pour tout un royaume, mon enfant. Promène-toi comme un jasmin au milieu de tous. Et à ce sujet, Dieu est-il ton ami ? Fais-tu l'amour ? Je le demande chaque soir dans mes prières. En tout cas, il y a ici, en plus de moi, une femme qui est folle de toi. C'est la Teresa. Séduire sa nourrice n'est pas si commun que ce que l'on prétend. Je lui rends d'ailleurs la monnaie de sa pièce. J'ai vraiment une sorte de passion pour son fils. Dis-le lui quand il te remettra cette lettre. J'aime ces bergerades de lions dans lesquelles il se complaît. Je n'ai jamais bien su si c'était un belluaire qui plastronne dans une cage aux moutons ou un pâtre qui promène des troupeaux de lions à travers la campagne. Quoi qu'il en soit, et dans les deux cas, il a les yeux de Christophe Colomb. Je suis ravi de vous voir accouplés. Je l'ai été dès que je vous ai vus tous les deux dans les bras de Teresa. Vous n'étiez pas plus gros que des petits chiens à cette époque. Tout le monde me disait qu'avec ses mamelles maigres, elle ne pourrait pas y suffire. Vous étiez goulu et vous lui donniez des coups de tête dans les seins comme les chevreaux font aux chèvres. Personne ne savait que Teresa est une louve. Moi, je le savais. Quand elle vous avait pendu à la gorge et que je m'approchais, elle grognait. J'avais confiance. J'étais sûr qu'à défaut de lait, elle vous aurait donné du sang plutôt que de vous faire démordre. Ah, vous étiez tout à fait Romulus et Rémus. Teresa commence à se faire un peu à l'idée que Lavinia couche avec son fils. Comme il se doit entre mari et femme, lui ai-je dit, et il s'en est fallu de peu que j'aie ses ongles dans mes yeux. Elle voudrait être tout. On ne peut parler de ces choses-là qu'à demi-mot. Je crois qu'à ce sujet, Giuseppe tient de sa mère, que c'est de là que viennent les yeux de Christophe Colomb. Est-ce que vous vous battez toujours comme des chiens, lui et toi ? Si vous le faites avec des sabres, ménage-le. Tu sais que tu es plus habile que lui. L'intendant de police me l'a dit à propos de Schwartz. Dès qu'il eut vu le coup de pointe net comme un coup d'épée, j'étais très fier, qui avait proprement percé le cœur de ce cochon. L'embêtant, c'est que vous signez vos coups, dit-il. Ils ont tous 10 ans de pratique et 300 ans de désinvolture héréditaire. Quand on est ainsi capable de signer ses coups de sabre, on n'a aucune excuse si on tue son frère de lait. Si tu as toujours la garde en 8, celle que j'appelais la calebasse, tu risques tout au plus, et encore en donnant toutes les chances à Giuseppe, de te faire trouer l'épaule droite. Tu lui dois bien ça, somme toute. Car ne l'oublie pas, il est, lui, le fils de la louve, et il est aussi nécessaire pour lui de nourrir sa colère qu'à toi de prendre ton petit déjeuner. Je ris d'ailleurs toute seule à la pensée de ce qui arriverait si Giuseppe te perçait l'épaule. J'entends d'ici ses lamentations. Il en serait plus malade que toi. Je vais partir pour la Brenta. Dis à Lavinia qu'elle me manque. C'est la seule qui ait jamais su arranger ma chemise sous ma jupe d'Amazone. Toutes les autres
Maintenant, fourrage sous mes côtes pendant des demi-heures jusqu'à en sortir à moitié étouffé. Et moi je suis assis sur ma selle comme sur une poignée de clous. Si vous étiez restés ici tous les trois, je n'aurais pas ainsi le derrière dans du vinaigre. Les assassinats politiques et les amours ont, comme tu le vois, des retentissements imprévisibles. Songe qu'il en est de même pour les révolutions. Tout finit par aboutir au pli de chemise de quelqu'un sous les fesses. D'ailleurs, si tu n'avais pas tué le baron Schwartz, je n'aurais pas besoin d'aller à la Brenta. J'y vais parce qu'un chien n'est jamais si fort que dans sa niche. Et j'emmène le petit curé. Il est de plus en plus comme un coin à fendre le bois. Il a maintenant la passion des parfums. Cela me sert extrêmement. On ne le soupçonne pas. Ils croient tous que c'est mon Sigisbée. Et tu imagines le soin que j'ai de donner de fameux gants à ceux qui le croient. Me voilà donc armé de pied en cap. Le Bonetto arrivera dimanche, invité dans toutes les formes. Il s'imagine que tu es derrière toutes les plaques de cheminée. Pour un sarment qui éclate, il sursaute et met la main à son ceinturon. C'en est à mourir de rire. Je vais bien m'amuser. Monseigneur Grollo arrivera lundi. Le ministre qui a les cheveux si sales sera là mardi. Que je te dise un mot de Carlotta. Elle l'appelle le ministrone. Quand on sait qu'il a été nourri de soupe toute sa vie avant qu'on lui donne de l'excellence, c'est assez plaisant. Biondo et Fracassetti viendront mercredi. Je me sens fort capable, même endormi, d'entortiller ces deux-là le même jour. Et le jeudi, nous serons tous au perron pour accueillir Messer Giovanni Maria Stratigopolo, il Cavaliere Greco. C'est un complot, comme tu vois. Et contre ta chère tête. Admire ma stratégie. Je commence par le plus poltron. Tu connais la tristesse de ces longs dimanches blancs dans les forêts de châtaigniers. Bonetto devra en passer un en compagnie du petit curé et de moi-même, dans ces vieux murs si gémissants et si mélancoliques. J'aurai la migraine, dès 2 heures de l'après-midi. Le voilà en tête-à-tête avec le petit curé. Ils prendront le café dans le fameux cabinet rond de la tour nord. Souhaitons un peu de tramontane. Nos ancêtres ont judicieusement distribué de ce côté les volets grinçants et les girouettes rouillées. Qui dira jamais le rôle des agacements de l'oreille dans la politique sarde? Je fais confiance à mon petit curé. Personne n'est comme lui capable de distiller l'enfer goutte à goutte, pour peu qu'il y soit aidé par le décor. Je les rejoindrai à la tombée de la nuit, et par la Madone, si le général va se coucher sans trembler, je vais bien y perdre mon nom. Le lendemain, on aura Grollo, mais Bonetto sera dans un tel état qu'il nous laissera le champ libre. Je sais très bien comment on prend Grollo quand il est seul. Il sera pris. Le ministrone arrivera quand le siège des 2 autres sera fait, et même la brèche ouverte. Je te vois rire à la pensée qu'il va être obligé d'essuyer tout seul le feu de mes batteries. Ce n'est pas un adversaire pour moi. En effet, pas plus que les 2 autres du lendemain. À peine l'expédition des affaires courantes, comme ils disent. Seul il cavalier. Mais il arrivera dans un champ de bataille déjà dévasté, et Dieu m'inspirera. D'ailleurs, j'oubliais, il y aura Carlotta. Elle sera là 2 heures avant lui. Penses-tu quelquefois à Carlotta? Souvent elle se jette furieusement dans mes bras. Sais-tu qu'elle est très bien faite? Même pour moi qui suis une femme, et ta mère, il ne m'est pas tout à fait indifférent de serrer contre moi cette gorge si ferme, cette taille si pleine et si flexible. C'est une imprudente comme je les aime. Il m'a fallu la croix et la bannière pour lui faire admettre ma façon de combattre. Elle voulait carrément leur donner le mauvais café. Je lui ai dit « Il ne nous resterait plus qu'à aller courir les routes en France. Pourquoi pas ?» a-t-elle répondu. « Si nous ne remportons pas la victoire de la Brenta, ce sera peut-être en effet une solution. » Histoire de rire. Ton marin partira ce soir pour Gênes. Cette lettre et lui y seront après-demain. Dans 12 jours, ils arriveront tous les 2 à Marseille. Tous les 3 plutôt. Il emporte aussi le petit sac. J'avais d'abord pensé à t'envoyer 2 traites de 1000 francs tirées par Regacci frère de Naples sur la maison Charbonnel à Marseille, qui est plus solide que le colosse de Rhodes. Tout compte fait, je préfère t'envoyer du liquide. Je t'envoie également 100 écus romains pour le plaisir des doigts.
La frappe est infiniment plus belle que celle des écus foncés. Change-les peu à peu, ils te donneront beaucoup de plaisir. Tu trouveras également, pliés dans du papier à faire les filtres, 50 baiocs. C'est ta Teresa qui te les envoie. Elle les a économisés un par un sur je ne sais quoi. Si je les avais refusés, j'ai vu à ses yeux qu'elle me poignarderait pendant la nuit. Et d'ailleurs, elle a raison. Il faut payer ce qu'on aime. Plus on aime, plus il faut payer cher. Mais il y en a qui, voulant donner les leçons de Golconde, n'ont qu'à leur disposition que 50 baiocs. Comme tu es mon fils, je sais que tu ne te moqueras jamais de cela. Le marin ne reste pas à Marseille et va ensuite à Venise pour ce que tu sais. Il remettra lettres et sacs au marchand de peaux de lapin. C'est-à-dire que, dans 20 jours au plus, le tout sera entre les mains de Giuseppe. Et, si tu es là, tu pourras prendre tout de suite le petit baiser que je mets ici sur cette croix. Il est destiné à la fossette gauche de ta lèvre supérieure. Tu n'ouvrais pas encore les yeux que tu riais quand je t'embrassais là.